Lyon, Saint-Étienne. Du coup, on va reprendre. C'est l'intervention d'Océane Valencia, qui est depuis les dernières élections d'avril 2022 présidente de la section Aurore de l'AF. Et suite à plusieurs expériences professionnelles dans les archives de l'enseignement supérieur, elle est depuis 2018 responsable du service des archives et du recueil des actes de Sorbonne Université, copilote du groupe de travail archiviste DPO depuis 2016 et pilote du GT Archives de la Recherche depuis 2019. Elle a par exemple contribué aux réflexions nationales en participant aux travaux du Comité pour la science ouverte ou à l'initiative Software Heritage d'archivage des codes sources et logiciels. Je te laisse la parole, Océane. Merci Laure. Du coup, aujourd'hui, je suis là pour vous présenter les travaux du groupe de travail archives scientifiques de la section donc, Aurore. Juste un petit point sur l'AF, la section Aurore et ce GT archives scientifiques. L'AF, elle existe depuis 1904, il y a un peu plus de 2500 membres actuellement. Et donc, dans ces sections, on trouve la section Aurore. La section Aurore, elle a intégré l'AF en 2012, mais c'est un réseau qui s'est monté, qui s'est auto-monté à partir de 2007. Et donc, aujourd'hui, on est environ 300 à faire partie de cette section spécifique sur les archives des universités, rectorats, organismes de recherche et mouvements étudiants. Vous allez voir le logo plusieurs fois dans la présentation, tout sera développé. Le but des sections, c'est de regrouper des professionnels des archives autour des thématiques liées à leur métier et d'en faire un moyen d'échange des expériences et d'informations avec tous les autres acteurs qu'on a amenés à rencontrer dans le cadre de nos missions. Et donc, le GT Archives Scientifiques, en fait, il est quasiment aussi ancien que le réseau Aurore. Vous allez voir, je vais vous faire un peu une rétrospective des différents sujets qui ont animé le réseau. L'idée, c'est avant tout d'échanger. Les archives scientifiques, les archives de la recherche, c'est un sujet ultra spécifique. Discuter entre professionnels qui sont confrontés à ces réalités-là. Mais moi, il ne faut pas me demander de traiter des archives notariales à côté. C'est pas ma spécialité non plus. Alors, un petit point sur l'organisation, d'une manière générique, c'est un groupe de travail qui se réunit surtout depuis le confinement en visioconférence, mais on se réunit au moins une fois par an en présentiel lors des journées de la section Aurore. La participation au groupe de travail est ouverte à tous les membres de la section. Voilà, il suffit de contacter les pilotes. Donc pour quelques petites semaines encore, c'est moi. Mais bientôt, on aura le plaisir de lancer le nouveau pilote de ce groupe de travail. Et du coup, pourquoi pour échanger sur les pratiques, pour faire de la veille métier et pour construire des outils communs. Les méthodes de travail de ce groupe sont assez classiques, c'est-à-dire que généralement, on fait une sorte de brainstorming, on réfléchit ensemble des sujets qui nous préoccupent, qui nous traversent au moment où on se voit, et de ces échanges-là, on se demande un peu qu'est-ce qu'on a besoin dans notre quotidien, et on va se lancer dans les différents livrables. Alors, les travaux. Alors, on a appelé le groupe archives scientifiques archives, aussi archives de la recherche. Voilà, la sémantique autour de ce nom de groupe de travail varie au fil des années. Initialement, c'était le groupe archives scientifiques. Voilà, initialement, je parle de 2010. Mais aujourd'hui, voilà, en ce moment, on le réutilise un peu comme ça. Ce GT a rassemblé beaucoup de monde d'horizons très différents qui montrent un peu la diversité du monde de la recherche aussi aujourd'hui. On a des universitaires, parce que dans le réseau Aurore, on est beaucoup à travailler en université, mais on a comme Laure des MSH, des MMSH, des personnes qui travaillent directement au sein des laboratoires. Enfin, voilà, on a des profils très, très variés. Voilà, les réflexions autour des archives de la recherche, elles ne sont pas nouvelles. Le premier questionnaire, il est passé en 2010.
sur la liste Aurore. Il y a eu tout un mouvement, voilà, 2010-2012, de construction de livrables, de notes pour inscrire la responsabilité d'archivage dans les conventions de création des UMR. Donc, des petits paragraphes qui ont été ajoutés dans quelques UMR. Encore aujourd'hui, on a des UMR qui versent par le biais de ce qui avait été ajouté à l'époque. On a déjà, dès 2012, une fiche pratique pour les bonnes pratiques sur la gestion des informations dématérialisées de la recherche scientifique. Voilà. Si je parle de ça, c'est parce que 2012-2010, ça fait 10 ans. C'est un groupe de travail qui n'a jamais arrêté de travailler au sein de la section Aurore. Voilà, au sein de la section Aurore, on a des groupes de travail qui se sont montés, qui ont vécu pendant 3-4 ans pour fournir des livrables très précis. C'est moins le cas du GTH scientifique qui perdure parce qu'on a toujours plein de nouveautés à analyser et à voir comment adapter nos pratiques derrière. Voilà. Juste pour dire aussi sur les données de la recherche en tant que telles, voilà, la prise en compte du glissement sémantique de archives scientifiques vers données de la recherche, c'est un sous-groupe de travail dès 2014 aussi. Donc on a des premières fiches pratiques aussi dès ces années-là. Donc données de la recherche, archives de la recherche, archives scientifiques, c'est quelque chose, finalement, quand on est dans la section Aurore, on en entend parler depuis longtemps. C'est pas trop de nouveauté. Voilà. La nouveauté, c'est l'accélération de ces dernières années autour du développement du mouvement de la source ouverte, etc., qui nous a poussé, nous, à changer un peu la forme de nos livrables. Bon, alors quand je dis changer la forme de nos livrables, je dis oui et non. Voilà. Je vais revenir ici sur quelques livrables un peu marquants avant de vous parler et qui vont servir en fait de support à la présentation de nos travaux actuels. Je l'ai présenté comme livrable historique. C'est le référentiel de gestion des archives de la recherche. Voilà. C'est-à-dire que c'est un référentiel qui a été finalisé en 2010, qui a été publié en 2012 sur le site de l'AF et qui, 2017, a été repris et est passé d'un document PDF, d'un tableau Excel à quelque chose de cliquable en ligne sur le site de Doranum. Et en fait, cette reprise de ce référentiel en version plus seulement pour l'archiviste qui est face à son tas de papier dans sa cave ou dans son bureau, à une version en ligne, donc adressée aux chercheurs, aux ingénieurs, tous les personnels de soutien à la recherche, sans forcément l'interface archiviste pour décrypter le contenu. Ça nous a poussé à reprendre ce travail pour l'adapter à aujourd'hui. Donc, je ne vais pas m'éterniser sur ce livrable-là, parce qu'il va y revenir très vite, vous allez voir. Juste un petit retour aussi sur quelque chose qui a été assez marquant pour le groupe de travail, c'est la définition des données de la recherche. Donc, c'est la définition qui est actuellement en ligne sur Wikipédia. Et donc, c'était important pour la section de convenir d'une définition qu'on pouvait exposer à nos interlocuteurs, qu'ils soient informaticiens, bibliothécaires. Voilà. Ça nous semblait être une base de travail indispensable pour être d'accord on parle de quoi en tant qu'archiviste quand on parle de données de la recherche. Cette définition, elle a plein de limites, elle a plein de biais. Hein. Il faut voir ça comme un travail en cours. C'est un élément opérationnel. Voilà, au quotidien, c'est-à-dire que voilà, quand l'archiviste dit données de la recherche, il entend ça derrière. Parce que les définitions de données de la recherche, il y en a, vous savez, pour la plupart tous, il y en a de plus en plus. On a l'OCDE, on a toute la réglementation européenne. Mais voilà, au sens un peu théorie des 3 âges, records management, les données de la recherche, on part sur cette base-là. Voilà. Pareil, un autre mouvement un autre mouvement qui s'est dessiné dans le groupe de travail, c'est donc faire des outils pour les archivistes en poste, mais aussi communiquer
auprès des autres interlocuteurs. Donc, communiquer auprès des autres professionnels de l'information, je l'ai dit, mais aussi communiquer auprès des chercheurs et de ceux qui font la recherche. Parce que voilà, on l'a vu dans les interventions précédentes, on ne peut plus attendre d'avoir à vider la maison d'un enseignant-chercheur après son décès. Alors, ça nous arrive encore, mais en fait, maintenant, l'enjeu, il est de limiter la perte de la donnée et donc d'engager une politique de collecte des archives de la recherche, d'où cette plaquette 2018, donc voilà, qui est en version affiche, en version flyer, en version anglaise, qui a été présentée déjà de nombreuses fois. Et là, vraiment, on est sur de la communication. C'est un outil pas tant pour les archivistes que pour communiquer sur le travail d'archiviste. Voilà. Alors, un tout petit point pareil sur le côté communication et diffusion des connaissances au-delà du cercle seul des archivistes. La formation qui a été créée en 2020 et inscrite au catalogue de l'AF sur maîtriser les spécificités des archives d'enseignement supérieur et de la recherche. Alors, on ne parle pas que d'archives de la recherche dans cette formation, mais on a beaucoup de questions dessus. C'est pour ça que je la fais remonter aussi dans cette présentation aujourd'hui, c'est que en fait, la richesse de la formation tient beaucoup de la richesse des échanges entre tous les participants parce qu'on a des profils très, très divers. On peut avoir des archivistes experts en archivage, mais qui ne connaissent pas du tout le contexte de l'enseignement supérieur et de la recherche, ou à l'inverse, des personnes qui sont très bien, voilà, très ancrées dans la réalité du milieu d'enseignement et de la recherche, mais pour le coup, un plan de classement, qu'est-ce que c'est, l'unité des fonds, qu'est-ce que c'est, etc. Voilà, tout le vocable d'archiviste classique, il faut... Voilà, donc c'est vraiment... Je l'ai fait remonter aujourd'hui parce que c'est important de faire de la communication, mais aussi de former les gens qui sont intéressés à se saisir de ce sujet, voilà, quel qu'il soit. Dans les travaux, dans tous les derniers travaux, pareil, en élargissement du public, un peu des livrables du groupe de travail, on a le communiqué de presse qui est sorti en janvier 2022, donc communiqué de presse publié par l'AF, à propos du décret intégrité scientifique. Donc, voilà, je le mentionne parce que c'est quand le décret est sorti, on l'a signalé dans le cadre de la veille, en fait, au sein du groupe de travail. On a échangé entre nous, on en a discuté, on a créé un Framapad, histoire d'avoir un support de discussion un peu pérenne autour de ce décret-là. Et du coup, ça a permis, en fait, voilà, de tous ces échanges, ça a permis de sortir le communiqué de presse et ensuite d'intervenir au sein d'un webinaire organisé par Couperin et d'Adactivistes et de présenter le point de vue de l'archiviste sur les impacts de ce décret. Voilà. C'est l'un des rares communiqués de presse issus de la section Aurore depuis son entrée à l'AF. Alors, pareil sur la dimension un peu échange, parler en dehors du cercle fermé, pas forcément, mais des archivistes. Je vous ai mis un peu là les dernières collaborations, alors collaboration, échange, réflexion commune qu'on mène grâce au groupe de travail, en fait, grâce à l'expertise qu'on développe dans ce groupe de travail. Nous sommes intervenus avec Sarah Cadorel et Hélène Chamfort l'année dernière, il y a un peu moins d'un an, au sein de la section des archives de l'Université de la Recherche de l'ICA, en présentant un peu comme aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait dans Aurore. Il y a plusieurs membres du GT Archives Scientifiques qui participent, alors de près ou de loin, plus ou moins différemment suivant les projets, mais au sein du comité pour la science ouverte. Voilà. Et du coup, on a mis d'activistes parce qu'on a participé au webinaire, mais c'est des échanges qu'on a commencé avec eux depuis un peu plus longtemps que ça, en lien avec tout leur travail de vulgarisation, d'open data. Enfin voilà, c'est une société, une coopérative qui travaille beaucoup sur l'ouverture des données, et donc ça nous semblait important d'engager le dialogue avec eux, parce que qui dit ouverture des données,
ne dis pas forcément blocage de la part des archivistes, justement. Et voilà, se mettre d'accord tous ensemble pour pas dire de bêtises les uns les autres. Voilà, par méconnaissance de ce que font les autres. En fait. Et enfin, les travaux en cours et les livres à venir. Donc, actuellement, depuis 2020, en fait, on est sur la reprise du référentiel de gestion des archives et la recherche et une déclinaison dans un but de sensibilisation de la plaquette, donc d'une plaquette qu'on aurait aimé vous montrer aujourd'hui, qu'on n'a pas pu sortir pour aujourd'hui, mais qui ne saurait tarder. Actuellement, on a un document qui fait 14 pages de contenu sur voilà, le rôle de l'archiviste au sein d'un projet de gestion des données de la recherche. Cette fiche, elle est ultra complète, mais elle s'adresse à des archivistes. Le but, c'est de décliner ce contenu en quelque chose d'appréhendable par les créateurs de la recherche et producteurs de la recherche pour sensibiliser en fait, sur là où on peut aider, en fait, où on peut être vraiment soutien à la recherche. Voilà, comme on a pu l'entendre dans les présentations précédentes. Un peu classiquement, elle s'articulera également autour du cycle de vie de la donnée, parce que c'est un logigramme qui est assez vu et revu et qui parle à tout le monde maintenant. Donc voilà, cette plaquette-là, je n'ai pas de visuel à vous montrer, puisque c'est une forme de brouillon infâme pour l'instant dans nos PC respectifs. Voilà. Le référentiel. C'est un document qui est utile encore aujourd'hui à beaucoup de monde dans le réseau, mais les vieillissants. Donc là, vous avez une magnifique capture d'écran de ce à quoi il ressemble en version Excel. C'est pas glamour. Voilà. C'est pas glamour et c'est pas communicable à des personnes qui n'ont pas l'habitude d'utiliser ce type d'outils. Voilà. Et dans les observations, c'est des observations, enfin comme voilà, il faut une lecture d'archiviste pour préciser certaines choses. Et puis on s'est rendu compte aussi surtout que les typologies documentaires étaient très bien, mais maintenant dans le monde numérique, bon, ben, c'est moins fixe que ce qui apparaît là. Donc on s'est dit qu'il fallait absolument l'adapter. Donc c'était un peu une sorte de préalable. Et dans le mouvement de ce qu'on peut voir ces dernières années, comme il s'agit de faire un outil vraiment pratico-pratique, on s'est dit qu'il fallait le décliner par discipline pour que ça soit utilisable par les chercheurs directement. Parce qu'en fait, ce référentiel, il était très, très générique. Et on sait, alors on le savait déjà, mais on le sait d'autant plus maintenant, que les disciplines n'ont pas les mêmes pratiques et ne vont pas produire les mêmes types de jeux de données, que ce soit voilà, entre les sciences exactes, entre effectivement des relevés météo ou des carnets de prise de notes d'entretien en ethnographie, c'est pas la même chose. On n'a pas les mêmes données de la recherche à la fin. Donc on est parti par rapport aux membres du groupe de travail qui étaient là et qui étaient prêts à s'investir sur ce travail-là, on est parti sur 2 thématiques, donc les cahiers de laboratoire et les données de l'archéologie. Sur les cahiers de laboratoire, le travail il est en cours, mais on s'est vite rendu compte qu'on ne pouvait pas travailler tout seul. Donc il y a un travail déjà de prise de contact avec les qualiticiens, avec les chercheurs, sur qu'est-ce qu'on va faire de ces cahiers de laboratoire qui peuvent contenir énormément de choses en fait. En fait, cahier de laboratoire, c'est plus un support qu'un type de données. Donc ça, voilà, ça fait appel à d'autres documents. C'est-à-dire, est-ce qu'on garde que ce qu'il y a dans le cahier de laboratoire ou pas Et donc, c'est vrai que la question même de ce qu'est un cahier de laboratoire est très théorique. Et donc, voilà, ça, je ne peux pas vous présenter ce qu'il en est parce que c'est un travail en cours et qui est très, très riche, mais tout théorique encore pour l'instant. Par contre, je vais vous montrer l'archéologie. L'archéologie,
Donc, on n'est pas loin de le sortir. C'est pour ça que j'ai mis 2022, parce que je suis convaincue que nous allons le sortir en 2022. Vous avez, pareil, une magnifique capture d'écran multicolore. Multicolore parce qu'on a rempli tous avec des couleurs différentes ce qu'on s'était réparti. Voilà. Le travail sur l'archéologie, on a pu le faire parce qu'il y avait eu un travail, et donc notamment réalisé par Laure Bézard qui nous accueille aujourd'hui, mais pas que, mais je ne voudrais pas citer plus de noms par peur d'en oublier d'autres. Voilà, dans le réseau Frantique et dans les travaux de Mazars, il y a eu beaucoup de contenus qui ont été produits ces dernières années, donc on est reparti de ça, qui est beaucoup plus détaillé que le référentiel classique que je vous ai présenté juste avant. Et on a ajouté plein de colonnes qui sont nos problématiques actuelles, par exemple. Est-ce qu'il y a des choses à faire, des analyses d'impact, des choses comme ça, à faire parce qu'il y a des données à caractère personnel? Est-ce que c'est des données qu'on va être amené à retrouver signalées dans les plans de gestion de données? Ou alors c'est des données qui ne seront pas du tout signalées dans les plans de gestion de données parce que c'est de l'administration de la recherche? Et donc, ça sort de ce qui peut être décrit dans ces outils-là. Mais pour autant, nous, on a besoin de les conserver. Par exemple, les autorisations de fouilles, ça ne va pas se retrouver dans le plan de gestion de données parce que ce n'est pas un produit directement de la recherche archéologique. Par contre, c'est une des bases du contexte de cette fouille. Voilà, il y a toute une partie, on a distingué, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais une partie DUA physique et une partie DUA numérique. Donc, alors, DUA, ça parle aux archivistes, mais sur le cas de l'archéologie, la durée d'utilité administrative, elle est extrêmement longue. Voilà, vous voyez, là, la plupart des DUA, c'est durée de la fouille ou de la mission archéologique. C'est parfait, mais on sait très bien que ce n'est pas des fouilles qui ont lieu sur 4-5 ans, c'est très rare, et on a des fouilles qui ont été commencées il y a plus d'un siècle. Donc, bon, tant que c'est du papier, du plan calque, à la limite, en termes de conservation, on sait qu'on arrivera à les récupérer un jour, normalement. S'il n'y a pas eu un verre d'eau, une tasse de café, quelque chose. Par contre, en numérique, on ne peut pas se permettre d'attendre aussi longtemps. Donc, on a créé ce qu'on a appelé une DUA numérique en mettant des périodicités d'archivage pour le numérique, en faisant des préconisations d'action avant versement, notamment s'il y a des migrations de format, des pérennisations de format de fichiers à faire, ou des critères d'échantillonnage, avant, en fait, de faire le tri vraiment pour archivage historique. Dans les observations, on a en noir les observations originales du référentiel. On se pose encore beaucoup de questions. Là, ce que vous voyez, c'est vraiment un document de travail et on se pose beaucoup de questions, notamment sur tout ce qui est pérennisation de la formation, parce que on a il y a l'observatoire de veille sur des formats, etc. Mais typiquement, comment est-ce qu'on va archiver sur le très long terme des modèles 3D? Bon, on n'est pas bien sûr encore de savoir comment on va pouvoir répondre à cette question-là. Voilà. Donc, je vous présente pas mal de choses en cours, non abouties, parce qu'il ne faut pas se leurrer non plus. La crise avait aussi un impact sur nos travaux, mais je pense que vous pouvez tous attendre la reprise de référentiel, en tout cas sur les données de l'archéologie, d'ici quelques semaines, mois. Voilà. Et la plaquette, ça sera 2022 aussi. Voilà. Je profite de cette intervention pour faire Là, on a défini deux thématiques. Les thématiques disciplinaires, on les définit en fonction des gens qui sont prêts à s'investir dans le groupe de travail. C'est-à-dire que moi, si vous me demandez de définir des données, je ne sais pas, en psychosociologie, je n'ai pas de fond d'archives papier qui concerne cette thématique-là, je ne vais pas pouvoir faire quelque chose d'aussi précis. Donc voilà. N'hésitez pas à nous faire remonter les disciplines qui vous semblent importantes, si vous êtes un peu motivé ou si en tant que chercheur, vous êtes prêt à faire de la relecture aussi pour nous donner votre avis sur ces documents. Concernant la forme de publication de cette chose-là,
C'est une grande question pour nous aussi parce qu'on reste encore sur du Excel. On sait qu'on va avoir un travail d'accompagnement à faire sur ces documents et on compte bien profiter de tous les réseaux, notamment dans le lancement de recherche DataGouv, pour diffuser au maximum ces informations qui peuvent être utiles, à notre sens, à tous. Voilà. Des questions pour Océane. A priori, il y en avait une sur le document sera-t-il partagé en PDF? Donc, tu y as répondu, Océane, qu'effectivement, c'était un travail en cours et qui serait incessamment sous peu accessible, mais en tout cas en 2022. Et voilà. Du coup, merci beaucoup, Océane. Merci à vous tous de m'avoir écouté et n'hésitez pas à intégrer le groupe de travail si vous êtes intéressé pour suivre au moins la veille qu'on fait.